Yo les bros, ok, donc là, on va faire un petit bilan, vite fait, au niveau des trois crânes, confirmé aussi par la flèche d'or. On était sur GBP USD le 1er avril, à M30, donc on avait un signal avec notre flèche blanche ici, nos trois crânes, et on a la confirmation en plus au-dessus. Donc ça, c'était super génial. Je rappelle que le top, c'est quand tu es dans la zone euh, R1 pivot, S1 pivot. Voilà. Et donc là, tu étais bien dans la zone, là. Attends, tu bien dans la zone ici. Là. Et tu vois qu'il allait chercher le pivot. Alors, avant, c'était pendant la nuit, le 1er avril, et c'était pas une blague. Et donc là, tu traces du plus haut au plus bas. Je sais que notre bro Kev, lui, il prend pas le plus bas, il prend la clôture pour pouvoir réduire. D'accord? Donc ça, c'est une façon aussi de faire. Donc là, tu avais ton target 1 qui était ici, déplacé. Target 1 qui était ici, donc qu'est-ce que tu pouvais faire à ce moment-là? Le target 1 est ici, tu as plusieurs possibilités, soit tu sors, ou soit tu replaces ton stop de protection au niveau de ton entrée. Donc si tu le plaçais par exemple au niveau de ton entrée, eh ben, tu pouvais tout simplement attendre, et tu avais ton target 2. Le target 2 est tapé, donc tu pouvais décider de sortir sur ton target 2. Euh, Ou tu pouvais tout simplement décider de placer ton stop de protection au niveau de ton target 1 et de laisser courir. Et tu vois que le target 3 était en coïncidence avec le point pivot. Hein, parce que le point pivot que tu prends, ce n'était pas celui-là, mais c'était bien celui-là. Tu vois, ça a tapé le point pivot et ensuite se reporté vers le haut. Donc c'était pour le 1er avril. Donc il y avait cette possibilité-là. On va regarder d'autres possibilités. Alors l'autre possibilité, c'était sur le GBP/UD, 1er avril aussi également. On a bien nos trois crânes ici, et la confirmation avec la flèche d'or. Donc c'était assez tôt le matin, donc peut-être que tu ne serais pas rentré là, mais peut-être que tu serais rentré dans cette zone-là, ou au pire là, tu vois. Tu aurais pu rentrer là, et on voit que ça a tapé le point pivot. Alors, parce qu'en plus on est dans la zone, dans la bonne zone, c'est idéal. On va aller chercher le point pivot, mais si on trace du plus bas au plus haut de la bougie, voilà, tu avais ton target 1 qui était là, et tu vois que tu as tapé le target 1, ensuite tu es revenu vers le niveau 0, pour ensuite repartir vers le haut. Ça a tapé le target 2. Donc ça tape le target 2, tu peux te dire la chose suivante, ok, ça tape le target 2, il y a un risque de retournement, je vais placer peut-être au niveau de mon entrée, ou je vais placer au niveau de mon target 1, et je vais laisser courir. Et donc là, si tu avais placé au niveau de ton target 1, donc tu avais sécurisé un gain, et si, en laissant courir, ben, tu allé choper le target 3. Tu chopes le target 3 avant de choper le point pivot, ben, tu peux te dire, ok, je vais placer mon stop de protection au niveau de target 2, remonter un petit peu, au cas où qu'il revienne vers le bas. Et il tape le point pivot, à ce moment-là, tu pouvais sortir manuellement sur le point pivot, et basta. Mais tu peux aussi te dire, ok, je vais taper le point pivot, je vais laisser courir, et je vais placer mon stop de protection au niveau de mon target 2 pour laisser courir un max. D'accord. Tu pouvais faire ça et aller chercher un maximum. Mais bon, faut pas être trop gourmand. Une fois que ça tape le target, le point pivot, allez, en général, il faut sortir. Donc, sur un trade comme ça, sur GBBAUD le 1er avril, donc là, il y avait 78 pips. Hein, 78 pips. Donc, 78 pips, ça représente pour un lot standard. Il faut bien comprendre qu'un pour un lot standard, c'est à peu près enfin, ça dépasse les 700 euros. D'accord. Donc, pour simplifier les choses, on dit 780 $. Pour simplifier vraiment, hein. C'est pas tout à fait ça, mais pour simplifier, ça te fait 780 $ dans la poche. Ok, on va voir un autre exemple. Donc ça, tu avais ça au 1er avril. Donc maintenant, on est sur EURUSD, et là, c'est pour le 2 avril. Donc pour le 2 avril, tu avais tes trois crânes ici, confirmation de la flèche d'or, juste en dessous. Et après, donc, tu as eu un petit pullback. Et ensuite, on a allé chercher le point pivot. D'accord. Et on voit bien que ça a fait du ranging autour du point pivot. Si on regarde avec la Fibo, on prend du plus bas vers le plus haut. Donc
Moi, je prends comme ça. On voit que le target 1, il était là. Donc, il était largement au-dessus du point pivot. Donc, vous pouvez sortir là. Il y avait le target 2 aussi qui était là. C'était possible hein, d'aller le chercher. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce genre de trade? Une fois que tu as pris position, ah ben, tu as le point pivot, ben, soit tu sors directement sur le point pivot, tu sais quel target 1, il y a une possibilité. À ce moment-là, eh ben, tu places au niveau de ton entrée ou au niveau de la ligne 23.6, hein, histoire de ne pas perdre énorme. Euh, et tu laisses courir. Donc tu aurais pu faire ça, ou tout simplement sortir. Parce que sortir déjà sur le point pivot, alors combien ça faisait? Déjà rien que sur le point pivot, ça faisait 22 pips. Hein, donc pour un lot standard, 200 $, hein, un peu plus de 200 $, on va dire 200 €. Donc c'était déjà très très bien pour un lot standard. Voilà. Après, on pouvait essayer de grappiller un peu plus. Hein. On voit le target 1 tapé, le target 2 tapé. Voilà. Ça, c'était pour le 2. On reste sur Euro USD. Et justement, tu vois, le 3, on n'est pas dans la zone. La meilleure zone, c'est celle-là. Et tu vois, on est au-dessus. Hein, on est au-dessus de cette zone-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? On a notre flèche blanche, on a notre flèche d'or qui indique que, voilà, que le marché va descendre. Mais on n'est pas dans la bonne zone. Donc, au lieu de chercher le point pivot, ben, il faut aller chercher cette ligne-là. Hein, tout simplement. Je te montre la ligne. Voilà, la R1. Hein. Donc, vous pouvez aller chercher le R1. Ce qui s'est passé, ben, le marché a fait du ranging pendant un certain temps et il allait taper le R1. Il allait taper le R1. Donc ça, c'est une chose. Quand tu es vraiment en dehors des points de la zone R1 pivot, S1 pivot, tu peux aller faire ça. Hein. Mais c'est pas systématique. On va regarder autre chose. Donc par exemple sur EuroJPY, donc là c'était le 3 avril, tu vois que tu as ta flèche blanche, au-dessus flèche d'or. Donc la flèche d'or, elle n'est pas forcément au-dessus. Hein. Là je te montre que des exemples où elle est au-dessus. Elle aurait pu être aussi ici. Hein. L'important, c'est que la dernière flèche d'or soit dans le même sens que la flèche blanche. Ah, et tu vois que là, on n'est pas dans la zone R1 pivot, on est largement bien au-dessus. Donc, quand tu rentres ici, quel est ton objectif? Eh ben, ton objectif, c'est le R2. Hein, parce que tu es dans la zone R3, R2. Donc, tu vas chercher le R2. Il ne fallait pas forcément aller chercher plus bas. Alors, peut-être que ça marche plus bas, mais tu sécurises et tu vas chercher euh, le R2. Tu prends ton cash, tout simplement. Après, tu descends. Et tu vois que en fait finalement il est même pas allé chercher le point pivot. C'était trop gourmand, tu vois, il est remonté par le haut. C'est pour ça. Donc ça au moins je te le montre que si tu es en dehors de la zone pivot R1, pivot S1, ben tu peux chercher un objectif, mais si tu cherches un R1 ou un S1. Et on va regarder s'il y a d'autres exemples. Ok, puis on va finir sur celui-là, cet exemple-là. Donc là sur GBP NZD, tu as aussi les trois crânes, et là tu vois bien que la flèche verte, la flèche d'or, pardon, elle est bien au-dessus de la flèche blanche. Alors, encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est juste l'exemple que je te montre. Et tu vois que ben, on est allé chercher le point pivot. Tu vois, le point pivot a été appuyé bien ici, et ensuite on est remonté. Okay. Donc si on trace avec du plus haut, alors on va prendre celui-là. Voilà, on voit que le target 1, tu vois, target 1 il est là. Souvent le target 1 est touché. Donc là, on pouvait sortir soit sur le point pivot, hein, puisqu'on est au-dessus du target 1, soit aller chercher le target 1, et vraiment chercher le target 1, vu qu'on était en dessous du point pivot, et pouvait vraiment sortir. Quoi. Et là, ça a touché le target 1 et donc c'est reparti vers le haut. Après, peut-être que ça redescend, j'ai pas fait gaffe. Après, c'est redescendu, mais psychologiquement, il fallait tenir. Très, très galère. Donc, faut pas être trop gourmand. Il faut avoir comme objectif le plus proche. Le plus proche, c'est le point pivot. Boum, allez, on sort. Le target 1, pas forcément tout le temps l'utiliser parce que des fois, ben, on est trop proche, il n'y a pas assez de gains. Euh, on a discuté un petit peu lors de Zoom, où c'est vrai que des fois, c'est un petit peu trop proche, hein, pas assez de pips. Alors, il y a deux écoles, il y a deux personnalités.
C'est soit on est agressif et donc à ce moment-là, on va chercher à être beaucoup plus. Donc on va chercher plus de gains. À ce moment-là, il faut aussi penser à protéger le minimum qu'on a déjà gagné, ou soit à faire match nul, ou soit on est défensif et on se pose pas de questions, on sort sur le target. Mais après, quand on sort sur le target un trop tôt, eh ben, après on voit que le marché continue dans le même sens. Et au lieu de gagner 700 euros, eh ben, on va gagner que 100 euros. Donc c'est un peu frustrant aussi certaines fois. Donc voilà, donc je voulais juste faire cette vidéo-là pour vous montrer un petit peu quelques résultats. Allez, peut-être un dernier. Ok, on est sur USDC HF. Et donc là, on a nos trois crânes ici. Donc on n'a pas la flèche d'or au-dessus. C'est pas très grave, parce que la dernière flèche d'or, elle est là. Et c'est dans le même sens que la flèche blanche. Et donc là, on pouvait largement prendre position. Et donc si on avait loupé l'entrée, on pouvait prendre position sur un pullback. Et l'objectif était de plusieurs choses. Alors, tu prends le plus haut ici, le plus bas là. Tu vois que ton TP1, il est là. Tu pouvais te dire, ok, je vais peut-être sortir sur le TP1. Après, il faut regarder combien ça fait. Hein. Donc, c'est pas beaucoup de pips, donc on pouvait encore espérer aller un peu plus loin. Le target 2, là, tu as le target 2. Tu pouvais dire, ok, je vais aller chercher le target 2, je vais sortir sur le target 2. Ou tu pouvais te dire, ok, de toutes les manières, je vais aller chercher euh, le point pivot. Si tu vas chercher le point pivot, à ce moment-là, tu auras été tapé. Pourquoi? Parce que tu vas chercher le point pivot et tu auras placé ton stop au niveau de ton entrée. Et donc, tu aurais été tapé. Après, tu aurais pu le placer aussi au niveau de la 23,6, qui est légèrement au-dessus de ton entrée, donc tu serais légèrement en négatif. Tu n'aurais pas perdu non plus énorme, mais voilà, pour laisser respirer le market, c'est une possibilité. Mais bon, là, tu vois que tu es proche, hein, tu es proche du point pivot. Des fois, il faut savoir sortir. Alors, là, donc déjà, c'est pour te montrer, par de là à là, sur le target 2, tu es à 12 pips. Après, tu dépasses les 15. Voilà. Si tu laisses courir et que tu vas chercher uniquement euh, le point pivot sans replacer ton stop de protection, là, tu aurais été tapé. Ça aurait été un gain. Mais avec beaucoup de souffrance derrière. Pourquoi? Parce que ça fait du yo-yo et il faut pouvoir tenir. Donc, quand c'est comme ça, quand ton target 2 est au-dessus, là, moi, personnellement, je serais sorti au target 2. D'accord. Je vais pas chercher forcément à prendre. Ou sinon, si je vois qu'il y a vraiment du gros potentiel, parce que là, ça tape target 2, bon, à la rigueur, je peux placer au niveau du target 1, j'attends de voir ce que ça fait, je vois que ça descend un peu, ok, c'est pas mal, c'est bien, je vois que ça remonte un peu. Si on est proche, alors, il y avait combien d'écarts? Attends, je vais pas regarder. Par rapport au plus bas, il y avait quoi un pip? Donc tu vois, il y avait un pip. Voilà, je vois que ça descend, ensuite que ça tape pas et que ça remonte progressivement, je dégage. Ok, je me pose pas de questions, je dégage euh, au plus vite. Après, il faut savoir dégager. Hein. Après, bien sûr, des fois, ça va taper le pivot, après tu vas dire, ah, j'aurais dû rester, etc. Mais si tu t'es resté pour un pips, bah, tu aurais attendu hein, énormément d'heures donc ça aurait passé toute la nuit, toute la matinée pour atteindre un pips. Donc c'est très 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 frustrant euh, et très dangereux mentalement de faire ce genre de choses. Alors, quand tu traces, tu as le target 1, bon, le target 1 est très souvent tapé, parce qu'il est très proche. Tu as le target 2 qui est tapé aussi, pas forcément moins souvent que le target 1. Et tu es proche du point pivot. Et la décision, c'est qu'est-ce que je fais? Ben, il reste un pip d'écart, c'est bon, je dégage. Si tu peux dégager, dégage. Ok? Et tu cherches un autre trade. Alors, ok, bon là, ce sera vraiment la dernière. Donc là, on était sur CADJPY, donc c'était pour le 4 avril. Et tu vois que tu as la flèche blanche ici et la flèche jaune hein, qui superpose. Et donc, tu pouvais prendre position. Donc, tu avais les trois crânes, tu pouvais largement prendre position ici. En plus, tu étais dans la zone, dans la super zone pivot S1. Donc, c'était vraiment idéal. Et l'objectif, c'était ben, d'aller chercher le point pivot. Alors,
quand c'est comme ça, c'est vraiment un truc top. Alors attends, ce que je vais faire. Mais, je vais prendre ça, je prends le plus bas, il est, il est là. On prend le plus haut. Alors moi, tu vois, je ne prendrai pas cette mèche-là. Pourquoi? Parce que entre le plus bas et le plus haut de la bougie, eh bien, on a celui-là. Donc, je prendrai plus celui-là. Donc là, le target 1, il est là, il est placé ici. Target 2 ici, pas très loin du point pivot. Tu vois qu'on pouvait sortir sur target 2 hein, sans aucune difficulté, pas obligé de chercher le point pivot. Et ensuite, donc, tu vois que le point pivot a été tapé et ensuite on est reparti au fur et à mesure, on a fait du yo-yo. Donc quand c'est comme ça, quand tu as ce genre de cas, bah, tu sais que ton objectif c'est le point pivot hein, déjà. Ton objectif max, c'est le point pivot. Après, tu as le target 1. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire avec le target 1? On avait la possibilité de se dire, ok, j'ai le target 1, c'est tapé. Je vais peut-être placer mon socle de protection au niveau de mon entrée, c'est possible. Hein. Ou tout simplement, surtout qu'en plus on était en dessous de la ligne des 23,6, c'est largement possible de placer au niveau de l'entrée. Ou tout simplement, tu attends de toucher le target 2 pour pouvoir placer ton stop de protection au niveau de ton entrée, au niveau de ton target 1. Tout dépend en fait de ta stratégie. La plupart des bros vont chercher à prendre le point pivot, d'accord? Parce que c'est celui qui est le plus large en général. C'est celui qui propose le plus de cash. Donc la plupart des bros vont chercher ça. Mais ensuite, quand tu vas chercher ton point pivot, d'accord, c'est bien de chercher le maximum de cash, mais c'est bien aussi de protéger ton capital. Donc à ce moment-là, il faut que tu aies une stratégie derrière pour te dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Quand tu prends position, tu dois te dire, euh, je place mon stop de protection à quel moment? Est-ce que je le place quand je tape le target 1 ou est-ce que je le place quand quand je tape le target 2? Okay, donc tu dois te poser cette question-là pour pouvoir réduire après ta perte. Donc, ça, c'est important. Alors évidemment, tu vas calculer, si tu fais de 1%, 3%, tu sais que tu vas chercher ton poids pivot, tu sais que si tu perds 1%, 3%. D'accord. Donc là, d'accord, pas de problème. Mais tu peux aussi te dire, ok, si tu prends un peu plus de risques, pour réduire à ce moment-là, donc tu balances un maximum de risque, un maximum de lot au début, et après tu tapes le target 1, donc à ce moment-là, tu dois sécuriser pour te dire, ok, maintenant, si je le place au niveau de l'entrée, je suis un match nul. Donc c'est sécurisé, c'est une grosse position. Donc il y a deux cas de figure, soit je gagne gros, ou soit je perds rien, quasiment rien. Donc tu vois, tu peux faire ça aussi également. Donc là, pour le target 1, ça passait. Même si tu le mettais au niveau de l'entrée, le marché n'a pas tapé l'entrée, donc tu te rappelles, tu tapé. Target 2, tapé. Hein. Donc soit ici, si tu avais replacé ton stop au niveau du target 1, tu aurais été sorti. Ou tout simplement, tu serais sorti manuellement sur le target 2. Voilà, je tape le target 2, je dégage, je suis proche du point pivot, je suis pas un pic près. Moi perso, je serais reparti. Alors par exemple ici, il y avait, alors si tu vas aller chercher le target 2, il y avait 14 pips, hein, et il y avait 16 pips au point pivot. Franchement, moi je suis pas un pips près, ah, c'est pas trop gourmand. Voilà, je vais arrêter sur ça. Je voulais simplement te faire un petit point sur les différents trades que tu aurais pu prendre hein, cette semaine. Il y avait d'autres trades aussi, hein. Il n'y avait pas forcément que ces trois crânes-là. Il y avait d'autres choses aussi avec la flèche blanche que tu pouvais prendre. Donc j'ai fait un petit peu un tour d'horizon pour te montrer un peu les trades que tu pouvais prendre et comment tu pouvais gérer ta position. Voilà, un gros big up.